Yeah, 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 yeah. Adu la ilaha illallah. Adu la ilaha illallah. Al-Arabi ya Rasulullah. Rabbi mulaya. Amugajibala. Bienvenue sur Détroit, votre podcast culturel de Tanger et du nord du Maroc. Nous sommes en juillet 2022 et nous recevons aujourd'hui Catherine Poussin, photographe, vidéaste, plasticienne, qui depuis de nombreuses années travaille sur et avec le Maroc et qui depuis 6 ans s'est installée à Tanger, ville où elle partage son temps avec Montreuil en Seine-Saint-Denis. Métissage et altérité sont donc bien pour elle des mots d'ordre, un choix de vie. Née en 1953 à Dijon, elle débute la photographie en autodidacte dans les années 80, notamment aux côtés de Duane Michaels et d'Alain Fleischer. Depuis, son travail est défendu par l'appartement 22 d'Abdallah Karoum à Rabat, la galerie des Filles du Calvaire à Paris, Art et Culture &Co de la directrice artistique Christine Ollier, que Catherine Poussin a suivi dans ses nouvelles aventures. À Tanger, on aura vu la photographe exposer au Mahal et à Galerie Kent, concevoir des cycles de workshops avec des jeunes issus de l'association Darna, d'autres scolarisés, des étudiants de l'INBA de Tétouan, des migrants. Après avoir montré une centaine d'expositions en France et à travers le monde. Elle a aussi édité 8 vidéos d'art et 15 livres aux éditions Filigrane. Figure de la post-photographie, Catherine Poussin a créé le concept pour lequel elle milite de photographie par la photographie. Une mise en abîme de la mémoire et de l'identité. Catherine Poussin, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené au Maroc, vous, photographe? Alors, qu'est-ce qui m'a amené au Maroc? Donc oui, si on peut dire au Maroc, plus spécifiquement aujourd'hui à Tanger, mais au Maroc, c'est une longue histoire qui a démarré il y a plus de 40 ans, puisque on va dire que c'est sans jeu de mots, c'est une histoire d'amour qui s'est passée entre moi et le Maroc, puisque je suis tombée amoureuse d'un jeune homme, pour pas dire d'un très jeune homme. J'avais le même âge d'ailleurs à ce moment-là, qui était marocain en France. On s'est mariés et c'est par lui que j'ai connu le Maroc, son pays. Et c'est ainsi que pendant de nombreuses années, je l'ai découvert avec lui. Puis plus tard, quand il est décédé, j'ai continué à le découvrir, ce Maroc. Un peu, je pense que un peu en sa mémoire et puis un peu parce qu'il commençait à me manquer des choses quand je rentrais en Europe qui m'interpellaient beaucoup. Et quand je suis devenue artiste, donc c'est-à-dire assez tard, vers 35 ans, là c'est lié une nouvelle histoire avec le Maroc. Disons que cette histoire s'est développée aussi à travers le médium que j'ai démarré, qui était la photographie. Donc j'ai rencontré l'appartement 22 à Rabat, qui avait un petit lieu d'art contemporain qui a initié Abdallah Karoum, et dans lequel il m'a impliqué, ainsi que de nombreux artistes marocains qui à l'époque avaient 19-20 ans et qui aujourd'hui en ont 45 et qui aujourd'hui parcourent le monde, quoi. Voilà, donc ça a été une histoire. Après, je suis revenue sans cesse au Maroc parce que je menais des projets artistiques ici. Et puis, il y avait une partie de la famille
de mon mari qui était toujours là, qui j'allais dire des petits bonjours. Et puis voilà, il s'est lié des amitiés à travers le monde artistique et aussi à travers les gens, toutes les personnes que j'ai interpellées j'ai interpellé à travers mes projets, avec qui je suis restée très souvent, pas tous, parce qu'il y en a eu beaucoup, et certains avec lesquels je suis restée en relation et que je continue encore à voir aujourd'hui. Voilà le départ de mon histoire, la genèse de cette histoire avec le Maroc. Et là, nous faisons cet entretien au cœur de la Médina de Tanger. D'ailleurs, on entend les bulldozers dans la rue pour les travaux de la restauration de cette belle Médina, et qui est un changement notoire. Et Tanger, alors, qu'est-ce qui vous y a amené à choisir de vivre à Tanger une partie de l'année de votre vie? Justement, ça a été une sorte de défi que je me suis lancé il y a quelques années, il y a aujourd'hui 6 ans, où je me suis dit, bon, le Maroc, j'arrête pas d'y aller, de revenir, de repartir, qu'est-ce qui se passe, quoi, outre les travaux que j'y mène, outre le fait que je vais voir ces quelques amis quand je m'y rends, mais quelle est la nature profonde de cette attirance, de cette empathie que j'ai. Donc, évidemment, chaque fois que je me rendais au Maroc, j'avais des points de chute, on va dire, chez des amis, ici, là-bas, surtout à Rabat, Marrakech, etc. Et un jour, par hasard, je rencontre une journaliste qui était là à l'un de mes vernissages de Rabat, et qui partait dans le sud marocain pour un reportage. Elle habitait à Tanger. Je lui dis, tiens, Tanger, c'est une des villes que je ne connais pas au Maroc. Je ne suis jamais allée. Et elle m'a spontanément prêté la clé de son appartement, dont je me suis emparée, et le lendemain, j'étais à Tanger. Et là, je connaissais personne, et dans mon esprit, je me suis dit, peut-être que là, je pourrais éclaircir les choses, c'est-à-dire venir m'installer dans cette ville où je connais absolument personne, et voir si vraiment je tiens à ce pays, si j'y tiens, et arriver dans une ville où tout est à découvrir, tout est à construire, ou comment je vais me trouver, moi, au milieu d'une ville où je connais absolument personne. Bon, je parle pas d'Arija, je parle pas la langue, hélas, je suis pas très douée pour les langues, c'est pas l'envie qui me manque, mais bon, je suis pas très bonne en langue. Bon, qu'importe, j'ai fait ce séjour de 4 jours. Durant ces 4 jours, j'ai rencontré un vieux monsieur de la Médina qui a été adorable, qui m'a fait visiter la ville, qui était un fils de charbonnier. Et quand j'ai découvert cette Médina, j'ai dit à ce monsieur, écoutez, il s'appelait Ali. J'ai dit à Ali, si vous trouvez pour moi un petit appartement dans la Médina, je viendrai vivre ici. Et c'est ce qui s'est passé. 3 mois après, il m'a envoyé un petit SMS avec 2-3 photos, pas très bien cadrées, je dois dire, de l'appartement dans lequel on fait aujourd'hui cette interview. Modeste appartement, mais je suis arrivée un jour avec une valise, et j'étais à la Casabalata acheter 2-3 meubles pour dormir, 2-3 casseroles pour manger. Et depuis ce jour, je demeure ici. Alors en gros, vous vous êtes lancé vous avez plongé dans le bain de la pure altérité. C'était se tester au milieu de l'autre absolument inconnu. Ah oui, l'autre était absolument inconnu. D'ailleurs, quand je suis arrivée, j'étais tellement seule dans cette ville que j'étais... Là aussi, par hasard, un jour que je me baladais, j'ai trouvé une école. Je suis rentrée dans l'école, ils donnaient des cours de cuisine pour des jeunes filles qui étaient en 3e ou en bac pro, je ne sais plus. Et je leur ai demandé si je pouvais me joindre à ce groupe, et ils m'ont accepté, moyennant, je ne sais plus, presque rien, 200 dirhams de cotisation pour acheter des denrées de base dont tout le monde cotisait. Et avec elle, j'ai appris la cuisine. Évidemment, personne ne parlait français, mais
ça canalisait un peu mes journées. Je savais que les heures de cours commençaient à telle heure et telle heure. Donc j'y allais, je communiquais parce que à travers la cuisine, évidemment, on communique, à travers les gestes, à travers les ingrédients, à travers les épices, à travers les sourires aussi et les rires parfois de ces jeunes filles. C'était, voilà comment j'ai communiqué. Et puis j'ai connu la Cinémathèque de Tanger. Bon, ça c'était vraiment pour moi une belle fenêtre aussi parce que évidemment le cinéma, voilà, ça me créait aussi un point de ralliement. Parce que j'adore, évidemment, je suis très intéressée pour voir des films. Et ça, c'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté quand je suis arrivée. Voilà comment a commencé mon histoire ici. Mais alors, vous parlez d'attirance pour le Maroc, d'attirance pour Tanger, c'est le mot que vous utilisez, mais vous ne nous expliquez pas quelle est cette attirance, en quoi elle consiste. En quoi elle consiste? Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici? À venir créer ici, parce que venir ici, c'est une chose, mais à venir créer ici. Oui, là, je vous parlais plutôt de comment j'étais arrivée ici. Écoutez, j'ai commencé une carrière artistique, comme je vous disais, assez tard, vers l'âge de 35 ans. Et donc, j'ai essentiellement travaillé en France. J'ai été aussi amenée à travailler pas mal avec les instituts français. Donc, en Afrique subsaharienne, mais aussi au Maroc, parce que quand je venais ici à l'appartement 22, j'ai commencé à créer Je travaillais déjà à Paris sur la photographie anonyme, et au Maroc, j'ai eu envie de travailler sur la photographie de famille. Et je me suis dit, je vais partir en quête de famille, puisque j'en avais en quelque sorte perdu une avec le décès de mon mari, même s'il y avait d'autres parents qui étaient toujours vivants, mais je sais pas, peut-être que j'avais encore des choses à comprendre, à sonder. Et voilà, et j'ai pas pu travailler sur ses propres albums de famille, de sa famille qui était à Oujda. Mais qu'importe, je suis partie, donc j'ai pris des autocars, je me souviens à l'époque, la Gazelle, et j'ai traversé tout le Maroc. Je me suis arrêtée dans les villes, j'ai mis des petites annonces qui mentionnaient que je cherchais des familles. De fil en aiguille, j'ai pu rencontrer des familles d'origine très modeste, donc qui vivaient dans des bédinas vraiment très pauvres, avec des photos de famille qui consistaient à 3 petites photos, parfois de la marche verte, qui avaient été réalisées à cette occasion, et puis des familles beaucoup plus aisées qui avaient pu avoir les moyens de se faire photographier par des studios photographiques à domicile où il y avait des portraits magnifiques. Voilà, quand je sortais, comme je voyais beaucoup de familles, parce qu'en fait, ça a plutôt bien marché, ma demande. J'étais très heureuse de pénétrer, donc un peu comme j'ai pu le refaire ici à Tanger, mais différentes couches de la société, de les analyser, et puis d'entrer de faire connaissance avec cette société. Et j'ai réalisé un travail, donc, sur la photographie de famille. Il y a un petit détail, c'est qu'en sortant de ces familles, j'entendais beaucoup de récits. Évidemment, on n'ouvre pas un album de famille sans qu'il y ait des sortes de bouffées de mémoire qui remontent en tête et qui emplissent nos bouches et nos récits. Donc j'étais sous l'emprise de récits, mais énormes, multiples. Et quand je sortais de chez ces personnes, évidemment, je déambulais pour rentrer, je ne sais plus où j'habitais, mais enfin ici ou là. Ces histoires, j'avais besoin de me frayer un chemin, on va dire, dans l'actualité, de trouver ma propre trace, non pas de mémoire, mais ma propre trace sur le territoire, le jour dit. Donc je faisais des photos en sortant de chez eux, en couleur, dans les rues, qui m'évoquaient c'était comme des traces de ce que les personnes venaient de me raconter. Je ne sais pas si une anecdote leur était apparue soudain,
une anecdote sur un tissu qu'ils avaient acheté, etc. Poum, dans la rue, je photographiais un tissu en me disant ah, c'est peut-être ce tissu-là. Voilà, il y avait des couleurs, il y avait des scènes, il y avait plein de choses que je photographiais un peu comme une écriture automatique qui venait se lier aux photographies que j'avais vues dans l'après-midi. Alors, comment construisez-vous vos photographies? Parce que souvent, ce sont des polyptyques. En tout cas, il y a plusieurs volets. Comment êtes-vous amené à construire ces images sur plusieurs plans? Bien, pour moi, il n'y a jamais qu'une seule image. Comme je travaille sur ce concept de l'image par l'image. Voilà, il faut dire que vous êtes la conceptrice de cette idée, de cette notion photographique de l'image par l'image. Voilà, j'ai été une des premières. À l'époque, c'était pas très courant, quoi, à vouloir travailler sur des photographies d'archives, sur des photographies trouvées, et à travailler sur cet instant de la pose, c'est-à-dire cet instant qui a été enregistré, qui est cadré de façon... Soit c'est un rectangle, soit c'est un carré, mais en tout cas, c'est un instant de la pose. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la fragmentation, c'est d'emplir, c'est de partir, de laisser aller mon imaginaire et d'imaginer la vie à partir d'une pause, à partir d'un moment décisif ou d'un moment fixé. Donc j'imagine tout de suite ce qui s'est passé une seconde avant, une seconde après. Je redonne en quelque sorte vie à un personnage où très souvent c'est des hommes et des femmes, enfin une humanité qui emplit les cadres que je choisis. C'est de redonner une vie à un moment qui a été fixé, qui est pas mort, mais sur lequel on ne peut pas revenir. Donc moi j'ai envie de revenir sur ce moment et de le réactiver, de redonner. C'est pour ça que très souvent il n'y a pas une seule image, il y en a plusieurs. Donc vous partez d'une image qui est une image d'archive ou une image de mémoire familiale, et à partir de là vous créez d'autres images que vous juxtaposez à l'image initiale pour créer une image finale faite de toutes ces couches, de ce palimpseste d'images. Voilà, c'est une sorte de travail en séquence, on va dire, un peu cinématographique, puisqu'il y a des suites aussi. Il y a des suites. Parfois, une image, à partir d'une image, je crée 3 images. Donc, ça veut dire que je refais vivre mes personnages, je leur réinsuffle cette vie que je leur attribue ou que je leur suppose. Et c'est pour ça que très souvent, il n'y a jamais qu'une seule image. Si on vous dit, Catherine Poncin, que votre démarche est très baroque par ce choix à la fois de citation, de réutilisation et d'accumulation, que pensez-vous de cette remarque? Oui, c'est une remarque assez juste, parce que le baroque va de droite, de gauche, va piocher à droite, va piocher à gauche et créer une entité. Donc oui, on peut dire que c'est baroque. Malgré l'épuration de votre style. Voilà, oui, c'est vrai que le style est très épuré, mais les sources, et je pense que mon esprit, on peut le qualifier de baroque, puisque... Est-ce que c'est cette barocité, ce baroque, qui nous autoriserait à dire que vous que vous êtes une post-photographe, qu'on est dans la post-photographie? C'est Paul Ardenne qui m'a qualifié de post-photographe, il y a de ça déjà quand même pas mal d'années. Ouais, mais c'est toujours valable. Oui, c'est toujours valable. Oui, c'est toujours valable. C'est-à-dire que je viens, après la photographie, créer d'autres photographies. Oui, c'est un terme que j'accepte et puis je trouve qu'il me qualifie bien. J'étais plutôt contente quand on m'a défini, parce que se définir soi-même, c'est une chose, à travers ce qu'on fait. Mais avoir une définition qui vient de l'extérieur, c'est comme un regard extérieur, c'est comme quand on travaille, quel que soit l'art qu'on a choisi. Je veux dire, on est seul avec son art, on crée, on peut se définir. À un moment donné, on peut donner une définition à son travail, mais quand même, quand on vous nomme, c'est quand même autre chose, quoi. Et quand ça sonne juste avec ce que vous ressentez, ça fait très plaisir. Et puis ça veut dire qu'il y a d'autres regards que le vôtre qui ne cessent
de travailler dans ces matières. Elle a un regard extérieur. C'est toujours très... Je dirais pas que valorisant, c'est stabilisant. Et puis vous êtes comprise sur Voilà. tout ça. Oui, c'est ça. Vous êtes entendue. Oui, oui. Alors, post-photographe, on pense à post-moderne, et votre travail, il est d'une certaine façon, et en même temps aux antipodes d'une autre post-modernité comme celle de Hassan Hajjaj, qui lui travaille sur les voies de Warhol et du pop art. Comment vous définiriez par rapport à ces tendances-là ? Moi, je suis complètement dans la dramaturgie. Hein. C'est... Une narration ? Oui, enfin une narration assez abstraite, assez dénudée, mais l'ensemble de mon travail s'inscrit quand même dans une dramaturgie. Là, je suis actuellement en train de travailler sur mon site. Et là, ça me permet de voir un petit peu, de remonter le temps et de me rendre compte que vraiment, c'est vraiment pas marrant ce que je fais, quoi. Je veux dire, c'est un peu... C'est pas triste, mais c'est il y a une dramaturgie, quoi. Quand on regarde votre œuvre, on peut penser que votre travail est très littéraire. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, de cette observation ? Et en quoi le trouveriez-vous vous-même littéraire ? Oui, je le trouve littéraire, j'aime beaucoup l'écriture. Et du fait qu'il est... Du fait que je crée des séquences avec des blancs, avec des suites, avec, on pourrait dire même des virgules. Je pense qu'il y a une écriture qui est pas, je dirais pas narrative, mais qui est ni descriptive, mais qui est littéraire, quoi. Une forme de littérature. Si vous citiez Duras, ça me ferait bien plaisir. C'est très durassien, c'est très dur, mais c'est effectivement très durassien. D'ailleurs, quelles sont vos influences ? À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais très admirative de Boltanski, évidemment, ses installations. Bon, lui lui installait des photos d'archives, hein. Il ne les retravaillait pas. Bon, mais il créait aussi des sons. Enfin, j'étais très admirative de ses installations, de ses sculptures. Il y a eu Richter aussi, il y a quelques grands artistes comme ça. En peinture, il y a Bacon. Et puis en littérature, il y a Duras, quoi, c'est sûr. Bon. Donc la féminité, le temps, la mémoire, oui. le temps là, l'être là maintenant de Duras, oui. qui est très puissant. Oui, pour moi, c'est quelque chose de très puissant. Mais c'est vrai que vos images sont assez condensées de temps et d'être là. Oui, puis je pense que si on rentre dans le contenu, on peut beaucoup... on peut ressentir, du moins j'espère, mais on peut ressentir un peu ce
ce que moi je ressens et dans les affects dans lesquels je plonge pour les faire ressurgir en quelque sorte. Alors, dernière question, vous êtes en train d'achever un film sur les anciens cinémas du Maroc, et c'est un film dont j'ai eu la chance de voir un teaser, et qui est d'une immense beauté, qui a une dimension esthétique extrêmement travaillée, extrêmement recherchée, et on a l'impression que votre travail de photographe est mis en mouvement. C'est un film de photographe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez voulu faire dans ce film ? Quel sera son titre, d'ailleurs ? La septième porte, en hommage à Ahmed Boualani. Donc, voilà, dont j'ai lu les livres, dont j'ai vu les films, dont je connais un peu l'histoire et dont je connais la fille, Touda, que j'ai beaucoup apprécié. Et qui est, voilà, c'est un titre qui est quand même ancré au Maroc. Après, l'origine de ce film, c'est ça, c'est ici, c'est la Médina. C'est quand je suis arrivée et que j'étais un peu... que je cherchais mes repères dans ce quartier, assez particulier quand même, pour y vivre, en tout cas. Et les premières conversations que j'ai eues ont été avec les bazaristes, qui sont en bas de chez moi. Quelques-uns parlent français, d'autres pas du tout, mais les quelques bazaristes avec qui j'ai entamé des conversations suivies de pauses thé à la menthe, m'ont tous parlé de la Médina et de ses cinémas, tout comme le propriétaire qui m'a loué ce petit appartement, qui est originaire de la Médina, et tout le monde me parlait avec grande ferveur des cinémas. Pour moi, la Médina, c'était une suite de cinémas. Il y en avait 4 ou 5 là autour de la maison, l'appartement que j'habite, cette maison. Et ça a vraiment été le premier sujet, alors que personne ne savait ce que je venais faire ici, et moi non plus, donc je ne risquais pas de leur dire. Alors on me demandait ce que je faisais, je leur disais que je faisais un peu d'art, mais je ne voulais pas forcément rentrer dans les détails. Mais tout le monde m'a parlé de mémoire des cinémas, donc ça a quand même été incroyable pour moi, et je me suis dit, ça m'intéresse, et donc j'ai commencé à rencontrer beaucoup de personnes, des gens de conditions modestes qui habitent encore ici dans la Médina, d'autres qui ont gravi un peu une échelle sociale durant ces dernières années, et puis d'autres qui sont bien installés, voilà, beaucoup plus installés dans des sphères plus intellectuelles. Et des réalisateurs. Voilà, j'ai parcouru vraiment par strates les couches de la société en les interrogeant sur leur expérience de spectateurs dans les salles de cinéma au Maroc. Et j'ai ainsi recueilli une vingtaine de témoignages, enfin, je ne sais plus exactement, une bonne quinzaine. Et cette première étape m'a... Donc ça, c'est enregistré, c'est des enregistrements, des entretiens. Oui, les entretiens tels que vous le faites aujourd'hui. Et ensuite, j'ai eu envie de passer, on va dire, à l'acte 2, qui était de partir sur les traces de ces cinémas. Donc, j'ai eu l'aide des instituts français pour avoir des résidences, parce que j'ai pas des points de chute partout. Et voilà, et comme c'était mon premier film documentaire, j'ai fait des choses complètement à l'envers. C'est-à-dire, j'ai pas cherché de producteur. Je sais pas, peut-être que je me manquais j'imaginais pas que j'allais faire un film. Enfin, j'avais envie, mais je voulais démarrer toute seule. J'avais pas envie d'écrire mon projet. J'avais envie de le vivre. C'est un peu ce que je fais toujours, à part que là, dans le cinéma, c'est un peu différent. Il faut vraiment penser avant. Voilà. Parce que ça demande des équipes et d'une production. Alors l'équipe, ça a été moi et un assistant que j'ai payé à la bonne franquette, on va dire, plus les aides des instituts français, donc ils m'ont offert de me loger dans différentes villes, ce qui m'a quand même bien aidé. Et voilà, l'équipe était un assistant arabophone, qui était en général un homme, parce que c'était quand même nécessaire que cet équilibre homme-femme, aussi pour parler avec les fixeurs qui ne parlaient généralement pas français.
Et voilà, je suis partie sur les différentes villes et évidemment les cinémas. J'ai enchaîné des cinémas complètement désaffectés, des cinémas réhabilités, d'autres qui ont été convertis en dépôts, en garages. Enfin, ce qui m'intéressait, c'est de trouver toutes ces traces. Et ces traces correspondaient quand même à des témoignages que j'avais eus lors des interviews que j'avais menées les années précédentes. Et c'est ainsi qu'en recollant les témoignages et des prises de vue, voilà, j'ai décidé de faire un documentaire un peu particulier, mais un documentaire quand même. Donc on a une bande son avec les voix je crois, de Moomin Smee, Oui. d'un commerçant hindou, Oui. de Tanger. Oui, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler sur un thème qui est cher à mon cœur depuis toujours, c'est la multiculturalité. C'est un thème que je défends, même si parfois il n'est plus très à la mode. En tout cas, je suis très contente d'être venue à Tanger parce que ça existe encore. Enfin, en tout cas, je le ressens, je le sens. Et je suis très contente aussi d'habiter à Montreuil, à Paris, là en France, parce que c'est aussi une ville multiculturelle dans laquelle je suis bien. Et donc ce thème, je l'ai développé aussi à travers ces interviews et ces différentes personnes. Donc il y a un monsieur qui est d'origine pakistanaise, j'ai des Marocains de souche, j'ai des Espagnols. Voilà, parce que le cinéma indien était là, le cinéma espagnol était là. On a vu Le Chien andalou à Tanger alors qu'il était censuré en Espagne. Hein. Faut pas l'oublier, les ciné-clubs ici c'était quand même de l'avant-garde. Voilà, j'ai j'ai aussi une dame que tout le monde connaît ici au Maroc, Isa Genini, qui est juive marocaine. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que toutes ces communautés avaient vécu ensemble, avaient partagé des cultures différentes ensemble, que les gamins de la Médina, ils parlaient hindou, quoi. À force de voir des films hindous qui n'étaient pas sous-titrés, ils avaient une sorte de langage hindou. Enfin, tout ça, je trouve ça passionnant, quoi. Pour moi, je trouve ça vraiment passionnant et de le vivre à travers ce travail, encore en direct, c'était un grand plaisir, quoi. Et les images sont de quoi? Les images, je les ai faites dans les cinémas. Alors, quel cinéma? Dans quelle ville? Alors, j'ai travaillé à Fès, à Casablanca, à Tanger et à Tétouan, essentiellement dans ces 4 villes. D'accord. J'aurais pu en faire d'autres, mais bon. Donc, on voit le cinéma Luxe, le cinéma Goya, le cinéma Alcazar pour Tanger. Voilà, oui. Ces anciens Le cinémas. Mauritania, juste avant qu'il soit réhabilité, là, enfin qu'il soit en reconstruction, on va dire. Oui, on voit des cinémas qui aujourd'hui, qu'on ne voit plus aujourd'hui, quoi, qui vont avoir en tout cas un autre look aujourd'hui. Il y a aussi là quelque chose dans votre cinéma de très durassien entre une bande son qui raconte une histoire et très indépendante finalement d'une image qui raconte une autre histoire. C'est très godardien, c'est très durassien. Et il y a aussi une certaine décadence puisqu'on montre un monde qui s'achève ou qui est achevé, qui n'existe plus. Ça vient de... je me suis interrogée, hein, parce que c'est peu commun quand même de faire Je me suis aperçue que c'est peu commun de faire un documentaire où on ne voit jamais le visage des interlocuteurs. Mais en fait, je pense que c'est mon rapport à la fragmentation, quoi. Soit je perçois la voix, soit je perçois l'image. Voilà, j'arrive pas à percevoir les choses dans leur ensemble. Donc ça, c'est le fragment des personnes que j'ai interrogées. C'était la voix que j'ai choisie. Ce témoignage qui venait de la voix et non pas de la peau, non pas du regard, non pas de l'expression. L'expression, c'était l'image, et l'expression, c'était les cinémas qui venaient compléter, qui venaient se joindre. Je pense que le corps de ces hommes, c'était les cinémas. Alors, le fragment, c'est une prise de position morale quasiment. C'est un choix moral et c'est une prise de position par rapport au monde. Travailler le fragment, travailler une vision par le fragment, c'est pas du tout la même chose que de travailler sur le discours continu ou le développement.
Oui, c'est sûr, c'est certain, oui, oui. Je pense que le fragment, le fragment date de bien avant mes réalisations artistiques. Bien sûr. Je pense que j'ai toujours vu la vie en fragment. Je pense que même quand j'étais enfant, au plus loin que je me souvienne, j'avais des regards fragmentés sur le monde, enfin en tout cas sur la société que j'habitais, ou sur les micro-cellules que j'habitais comme tous les enfants. Je pense que là aussi j'étais fragmentée. Chaque J'ai image... pas dit fêlée, j'ai dit fragmentée. Chaque image est un fragment et chaque polyptyque est un fragment constitué de fragments. Oui. Oui. Donc toujours dans une suite de fragments. C'est avec cette multitude de fragments à mon sens, que se construit le monde. Que se construit tout d'abord une œuvre, la vôtre, oui. Et peut-être qu'elle se regarde justement comme une accumulation, une perspective de fragments, et le monde aussi. Oui, tel que je le vois. Hein. C'est pas une vision que je ne souhaite imposer, mais je pense que je vois le monde de cette façon-là. Merci beaucoup Catherine Ponsat pour cet entretien réalisé dans la Médina de Tanger avec la vie de la Médina de Tanger pour Fond Sonore. Et nous vous souhaitons une belle sortie, d'abord de bien achever ce film, Les 7 portes, c'est ça ? Oui. De bien achever ce film sur les La septième porte sur les cinémas du Maroc. Et nous avons hâte de le voir soit en salle, soit sur Arte. Et rapidement, en tout cas, j'espère. Merci Catherine Ponsat. Merci à vous Philippe et merci. Je continue à dire merci à Tanger. C'est un peu abstrait comme dernier mot, mais ouais, merci à Tanger. Ce premier épisode de D3 était consacré à la photographe, vidéaste, plasticienne, cinéaste, Catherine Ponsat. Un programme bricolé sans moyens ni savoir-faire technique, mais avec un immense plaisir, par Philippe Guiguet-Bologne. Tout droit réservé. Les musiques des génériques sont de Hassan Boussou Katibala et du collectif Sidi Koumi. Les chansons de Nassel Riwan, Aya Win et Sabra Shatila ont été choisies par Catherine Ponsat.